Alors moi j'appartiens à ce groupe de personnes qui ne viennent pas d'un milieu d'artistes. Je viens de la campagne, j'ai grandi dans un petit village de 600 habitants, donc sans cinéma, sans avoir des parents cinéphiles ou sensibles à une forme artistique, peut-être qu'elle soit. Et pourtant, dès le CP, j'ai le souvenir de quand on remplissait les petites fiches, de marquer que je voulais faire du cinéma. C'était très abstrait à cette époque-là, je ne savais pas vraiment ce que c'était que faire du cinéma. C'était plus dans la perspective de raconter des histoires que d'être devant la caméra. En tout cas, c'était toujours cette idée d'être derrière et de raconter des histoires. Mais aujourd'hui, quand j'essaie de me souvenir d'où vient cette envie de faire du cinéma, je ne sais pas quel est vraiment le déclencheur. En tout cas, très très tôt, elle était déjà là. Et je n'avais pas de caméra à la maison au départ. On a eu une télé à la maison, j'avais 12 ans, donc même à cette époque-là, on n'avait pas de télé à la maison. J'ai le souvenir d'être allé au cinéma enfant avec ma classe. Mais voilà, je dessinais beaucoup, donc je pense que ça vient peut-être de là, de cette envie de raconter des histoires à travers des dessins en tout cas, même si je dessine extrêmement mal aujourd'hui. En tout cas, je dessinais beaucoup quand j'étais petit. Et voilà, donc très tôt j'ai eu envie de faire ça, et sauf que c'est quelque chose qui est tout le temps resté. En fait, j'ai toujours gardé cette envie-là. Mes parents m'ont offert une caméra à Noël quand j'étais adolescent, qui m'ont permis d'expérimenter des choses, de m'amuser avec mes amis. Et très tôt, dès le collège, je me renseignais pour essayer de suivre des formations, en tout cas autour du cinéma. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait une option cinéma au lycée, donc j'ai commencé par ça. Mais dès le lycée, déjà dès la seconde, alors là où j'habitais, il n'y avait pas d'option cinéma. Je suis parti dans une autre région. J'étais interne juste pour l'option cinéma, sachant qu'à l'époque, dès la seconde, je me renseignais déjà sur qu'est-ce que j'allais faire après le lycée dans le cinéma. Donc il y avait la perspective de faire tout de suite une grande école, ou de faire un BTS ou une formation professionnelle, ou d'aller à l'université. J'essayais de peser le pour et le contre, avec la sensation que la formation professionnelle allait m'amener quelque chose. Quand je parle de formation professionnelle, je parle d'un BTS. Sauf que je voulais faire de l'image, que j'avais un profil très littéraire, qu'à cette époque-là, les options cinéma n'existaient pas pour les scientifiques. Malgré tout, en seconde, j'en ai parlé à mon enseignant de cinéma, on s'est battus ensemble. Par chance, l'année suivante, pour la première fois, ça s'est ouvert aux scientifiques, mais en option légère, donc j'ai pu faire un bac scientifique en étant littéraire. Enfin, voilà, j'ai essayé de penser mon parcours sans vraiment savoir si c'était le bon chemin d'ailleurs à suivre ou pas. Mais j'avais envie d'une formation technique, j'avais envie d'avoir des outils dans les mains, j'avais mon temps de spectateur au quotidien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé de films à partir du lycée. J'étais cinéphage, je crois même. Enfin, je pensais un temps, je regardais deux films par jour, tous les soirs. En fait, j'avais vraiment cette envie de découvrir beaucoup de choses, comme de rattraper aussi ce temps pas perdu, mais en tout cas ce temps où j'avais pas la possibilité de voir des films. Donc j'ai fait cette formation, j'ai fait mon option cinéma au lycée, qui a été aussi j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui m'a beaucoup stimulé, qui je crois penser que j'étais un peu fou, mais m'a beaucoup stimulé, m'a montré beaucoup de choses, m'a révélé à des auteurs exigeants, m'a encouragé dans mon désir de cinéma. Et après cette formation professionnelle, je me suis dit, tiens, il faut que je rééquilibre. Maintenant, je connais un peu les outils. Il faut que je trouve un équilibre pour penser l'écriture, le cinéma autrement. Donc j'ai été à l'université jusqu'en Master 2, en cinéma et en philosophie. Et après, j'en avais toujours pas assez. Je me suis dit, tiens, l'image en mouvement, ce n'est pas que le cinéma, c'est aussi comment projeter des images dans un musée, comment se confronter à l'image ailleurs. Donc j'ai fait le Frénois, le Studio National des Arts Contemporains, qui est une école qui est pluridisciplinaire et internationale. En tout cas, on est des élèves du monde entier. Et il y a autant de photographes que de cinéastes, que de plasticiens. Donc c'est assez nourrissant de ce point de vue-là par rapport à notre rapport à l'image. Donc ma trajectoire scolaire, en tout cas, elle est comme ceci. Et à côté, depuis le départ, j'essaie de travailler sur des films. C'est-à-dire qu'à chaque vacances scolaires, l'été,
j'essayais de travailler sur des tournages de films courts, de longs métrages. J'étais un peu casse-pied. Quand j'avais 18 ans, j'appelais les productions à Paris naïvement en disant « Je veux travailler, j'ai du temps cet été, faites-moi travailler sur des films, etc. » Sauf qu'à force d'être casse-pied, les gens ils se rappellent de vous, ils vous rappellent. Donc ils finissaient par me rappeler, par me faire des petites choses sur les films. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être l'assistant de Téchiné sur Les Égarés, à travailler avec plein de cinéastes. Comme j'ai travaillé sur Mes lèvres de Jacques Audiard, sur des films de Youssef Chahine, d'Elia Souleymane, à des postes très différents, en fait, donc à découvrir aussi un peu tous les métiers du cinéma et à prendre conscience aussi de ce que j'avais vraiment envie de faire dans le cinéma. C'est-à-dire que ce travail-là m'a ouvert sur le métier, mais a aussi généré beaucoup de frustration, en prenant conscience que je n'avais pas envie d'être à ce poste-là, que je n'avais pas envie d'être à celui-là, mais que je préférais me rapprocher de la mise en scène, que j'aimais beaucoup la direction d'acteurs, etc. Je pense que c'est aussi en travaillant avec des gens comme Téchiné qui ont un intérêt très fort du travail avec les comédiens, que je me suis aussi moi rapproché de ces choses-là aujourd'hui. Voilà, en gros, le chemin... et parallèlement, tu faisais aussi des films dans ton coin, donc dès tout jeune. Alors j'ai fait beaucoup de films tout jeune, des films d'animation avec mes Lego dans ma chambre. On a plein de traces de ces choses-là. Ou avec mes amis dans mon village, on a fait toutes sortes de choses que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais qui sont très amusantes. Mais en tout cas, voilà, on s'amusait beaucoup et j'ai cassé 4 ou 5 caméras. Enfin, je faisais des travelling sur ma mobilette en tombant. Enfin, mais en tout cas, on s'est beaucoup amusé. J'ai appris beaucoup de choses et très tôt, donc à partir de l'ado, très tôt, je sais pas si c'est très tôt, mais c'est vrai que j'ai eu ma première caméra, je crois, à 14 ans. Et je n'ai pas cessé de tourner. Et après, je suis rentré dans un parcours un peu plus professionnel, disons, dans la fabrication des films à partir de 2007, avec mon premier film produit, entre guillemets, qui s'est fait en 2007. Voilà. C'est là où je suis rentré dans un circuit. Ça ne m'empêche pas à côté de continuer à expérimenter des choses au quotidien, d'ailleurs. Moi, quand je pars en vacances, j'ai toujours une caméra, je filme toujours des choses à droite et à gauche que j'archive un peu dans tous les sens, mais Donc quand tu as commencé, la vidéo, c'était de la vidéo déjà. C'était de la vidéo, c'était de la H8. H8, Après, j'ai fait beaucoup de Super 8 aussi, parce que j'aimais bien gratter la pellicule, j'aimais bien filmer un Super 8, mettre la pellicule dans de l'essence pendant 15 jours, aller la faire développer après, voir ce que ça faisait. Enfin, il y avait tout un processus d'expérimentation qui m'intriguait sur la matière. Enfin, j'aime aussi la matière et voilà, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec certains outils, qu'est-ce que ça racontait. Et quels étaient les cinéastes que tu as découverts petit à petit au lycée ou au début? Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué dans quel sens? Alors, je pense que mon enseignant au lycée m'a vraiment complètement ouvert à un cinéma différent. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, comme tous les adolescents, je pense que, de toute manière, mon option cinéma, je l'ai faite à Brive-la-Gaillarde. Donc il y avait 3 cinémas à Brive, j'allais voir les films que proposait le cinéma. Et après, mon enseignant à côté, très vite, s'est rendu compte que voilà, j'avais un intérêt assez fort pour des formes un peu différentes. Donc m'a montré des cinéastes comme Robert Bresson dès le lycée. Enfin, j'ai découvert Bresson, j'ai découvert les films de Kubrick, mais pas les plus connus à cette époque-là aussi. J'ai découvert Antonioni à cette époque-là. Qu'est-ce que j'ai découvert comme cinéaste? Herzog, il m'avait montré, je sais que c'est lui qui m'avait montré Fitzcarraldo, par exemple, qui sont des films qui me déroutaient beaucoup. C'est-à-dire que souvent, je ne les comprenais pas tout le temps, mais ils me déroutaient par leur forme. Et du coup, ça m'intriguait de savoir comment ils avaient été faits, qu'est-ce que ça racontait. Et ça rejoint un peu des choses que tu disais tout à l'heure, que je crois on partage en tant que spectateur. Moi, aujourd'hui, en tant que spectateur, je préfère ressentir que comprendre. J'ai besoin de comprendre quand même un petit peu des choses, qu'on me raconte des choses. Mais malgré tout, mes expériences de cinéma les plus fortes, c'est vraiment des expériences sensorielles, de choses où, en tant que spectateur, je suis troublé, même parfois mis mal à l'aise. Ça m'est arrivé de sortir de séance en avoir la sensation d'avoir subi le film, de ne pas l'avoir du tout apprécié et d'en garder beaucoup aujourd'hui, à contre-temps de me dire, mais en fait, oui, ça m'a dérangé, mais ça m'a dérangé parce que ça a été fait pour me déranger. On a aussi essayé de provoquer quelque chose en moi que je n'avais pas accepté en tant que spectateur sur l'instant et qu'aujourd'hui, je comprends et que j'apprécie. Donc, parmi ces cinéastes, il y a donc Antonioni qui a beaucoup compté. C'est peu dire. Oui, on en a parlé un peu hier. Antonioni, c'est quelque chose, ça a déclenché quelque chose d'assez troublant chez moi. Donc j'ai découvert un de ces films particuliers que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Zabriskie Point, qui est un film que j'ai vu quand j'avais, je sais pas, peut-être
moi j'étais au lycée, donc 16, 17, 18 ans, que j'ai dû voir peut-être une trentaine de fois aujourd'hui, qui est un peu mon film de chevet, si on peut parler de film de chevet, dans lequel je m'identifie complètement dans ce que ça raconte, dans la forme, dans la modernité de la proposition encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un film qui m'avait beaucoup troublé, que j'apprends à comprendre de mieux en mieux d'ailleurs à force de le voir. Sauf que ce film-là a été aussi le déclencheur dans la fabrication de mes propres films, c'est-à-dire un moment où je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire des films et d'essayer de les montrer à des gens, d'expérimenter des choses en tout cas dans le tournage et d'arrêter de faire juste ces films avec ses copains. Et d'essayer... Donc c'est peut-être l'extrait que tu veux qu'on montre, c'est ça? Donc c'est un film documentaire. Donc le premier film avec lequel je me suis confronté au public, c'est un film documentaire que j'ai fait en 2007 qui s'appelle The Passenger, qui est un documentaire, qui est un essai documentaire. Je ne sais pas d'ailleurs quelle forme ça a vraiment. Tout est mis en scène dedans, donc après c'est aussi le rapport à la mise en scène dans le documentaire. Mais par contre, pour essayer d'introduire l'extrait, qui est un peu long, qui dure 8 minutes, mais c'était assez dur. Le film fait 50 minutes, c'était assez dur de le couper. En fait, j'étais tellement passionné par Antonioni que j'ai fait ce film-là par prétexte pour le rencontrer. Je me suis dit, je veux absolument rencontrer Antonioni, c'est un vieux monsieur, il va mourir, je veux absolument le voir, etc. Donc je me suis dit, il faut absolument que je monte un film et que je parle de Zabriskie Point dans son film. Donc je me suis dit, je vais retourner à Zabriskie Point, dans le lieu où il a tourné, et je vais tourner à l'identique une scène de son film avec des comédiens que je vais amener là-bas. Et je vais aller à Rome à la montrer à Antonioni, je vais filmer Antonioni en train de regarder. Moi, 40 ans plus tard, j'y suis allé au même endroit et j'ai filmé la même chose. C'était vraiment le prétexte pour passer 2 minutes à côté de lui un jour dans ma vie, me dire, voilà, j'ai été un jour à côté de lui, même s'il ne parlait plus, même si... Enfin, Donc j'ai entrepris toute une espèce de parcours seul, j'avais pas de producteur, j'avais pas d'argent, je suis parti, j'ai acheté des billets d'avion, je parlais très mal anglais, je me suis retrouvé aux États-Unis pendant 3 mois, à trouver des gens suffisamment fous pour m'accompagner dans le désert, pour qu'ils acceptent que je les filme pendant 2 jours. Je pense qu'ils ne comprenaient pas tellement ce que je faisais, mais en tout cas, ils m'ont accompagné. Et pendant ce chemin-là, en fait, j'ai eu une correspondance avec la comédienne Aurore Clément, à qui j'écrivais des lettres. Et je lui racontais ce que je vivais là-bas, parce que le mari d'Aurore Clément, qui s'appelle Dean Tavoularis, est le chef décorateur de Zabriskie Point. Donc avant d'y aller, je connaissais Aurore, j'avais parlé de mon projet, elle trouvait ça drôle, elle fait ça à l'amuser, elle me dit ça, c'est marrant de faire ça, etc. Bon, bref. Elle m'a dit, Julien, est-ce qu'on pourra s'écrire, Aurore, je vous raconterai, comme ça vous ferez lire à Dean, etc. Je vous raconterai mon parcours. Et donc, le film, j'ai fait ce film-là plus tard, je ne dévoile pas ce qui se passe, je le dirai après. Et donc Aurore lit ses lettres dans le film, enfin, où elle raconte certains moments, certaines discussions qu'on a eues avant d'y aller. Et bon, le film est très maladroit et un peu grossier, grotesque, enfin, c'est un peu chargé. C'est un film fait il y a 10 ans dans lequel j'y suis très attaché pour des raisons sentimentales, mais dans lequel je ne me reconnais pas vraiment. Mais j'ai quand même envie de me montrer cet extrait-là, que je montre très rarement, parce que je trouve qu'il est assez parlant de ce qui a été un peu la flamme qui s'est vraiment emballée dans mon envie derrière de continuer de faire des choses. Voilà. Il disait appréhender l'arrivée à Zabriskie Point. Plus nerveux, il se leva et se mit à tourner en rond pour me raconter la suite. Il me décrit la scène lentement, par bribes. Un panneau au bord de la route, le moteur qui s'arrête, les portières qui claquent. Il avance lentement et sa peur est terrible. Il me dit qu'il a échoué à regarder ce lieu comme si c'était la première fois. Tout ce qu'il voit en arrivant, c'est un spectre. Il recommence alors, réouvre les yeux lentement, une boule dans la gorge, dit-il. Son corps paralysé parce que toute volonté l'a soudain quitté. Il a peur, encore peur, toujours peur. Il transpire et frissonne à la fois. Son ventre lui fait mal. À cet instant, c'est Zabriskie Point qui le contemple. Il n'entend rien. Seul son silence hypnotique l'appelle.
Il sait qu'il ne doit plus perdre de temps, que c'est maintenant ou jamais qu'il doit filmer et partir en Italie pour lui montrer. Après, tout est allé très vite, raconte-t-il. Et même si l'ivresse du silence a eu raison de ses certitudes, qu'il ne peut jurer avoir tout vu à Zabriskie Point, une chose pourtant allait se révéler certaine. En 40 ans, rien n'a vraiment changé. Il s'arrête un instant, revient vers moi et attrape les 2 photos qu'il m'a données en arrivant. Il le regarde en silence. Il finit par me dire qu'il voulait retrouver l'émotion connue dans le film, la transcender, tenter de retrouver dans le réel toutes les sensations perçues dans une œuvre. La fiction serait-elle plus intense que la réalité? D'où venaient au fond ces émotions? C'est à ces questions qu'il voulait répondre. Mais aussi, peut-être voulait-il croire, en y allant, qu'il pourrait appartenir au film. What do you do besides fly airplanes? Till yesterday, I drove a forklift truck at a warehouse. Done other things. Been to college? Some. Why'd you leave? Grades? Extracurricular activities. Like what? Like stealing hardcover books and stuff. J'erre en somnambule. J'ai des visions. Des âmes surgissent, grandioses, et rejouent devant moi les amours de Marc et Daria. Ce n'est qu'au moment où il vit assis sur le muret, son Marc et sa Daria en train de contempler l'horizon, que son esprit refit surface. Alors il les filma. Le somnambule devint automate. D'abord le sol, la pierre, la couleur, puis il recommence. La pierre, la couleur, le sol encore. Il se répéta et filma des plans sans cesse, sans parvenir à ne rien capter d'autre, comme si tout ce qui avait été dit à Zabriskie Point l'avait été en une seule fois par le film d'Antonioni. Il recommence et cadre Marc, entraînant Daria. Il danse, court et s'enfuit à la poursuite d'on ne sait quel horizon déjà perdu. Son imagination est morte, pense-t-il, et il n'a plus en tête que les plans déjà filmés de moments déjà vécus. Alors qu'il déambule, grimpe et s'amuse au gré de l'envie de Marc, il essaie de nouveau de regarder ce lieu de rêve. Il n'est pas déçu de ne pas réussir à filmer autre chose, autrement. Après tout, 2 âmes perdues dans le désert n'agiraient-elles pas aujourd'hui comme elles l'ont fait hier? Il se laisse aller à la copie, avec la douce langueur de ceux qui sont arrivés au bout de la route pour se trouver face à un sens interdit. Want to go down by that riverbed? See you at the bottom. Wait a minute! C'est seulement au bord de l'épuisement, me dit-il, qu'il arrêta de filmer. Il s'assit alors, attondi, essayant de regarder une dernière fois cet univers. Le soleil révèle lentement le lieu, libérant de leur gangue nocturne des mers pétrifiées aux nuances improbables. Où suis-je? Peut-on être sur terre et contempler tel paysage sans douter de ce que voient nos yeux? Jamais couleur n'a trouvé de meilleur dessin, jamais mort n'est apparu si belle.
Jamais mot n'a eu si peu de sens, se souvient-il. Je le sens ému et ne l'interromps plus. Il me dit qu'il avait peur de retrouver la possibilité de rêver. Submergé, à court d'émotion, il improvise et prend un peu de couleur qu'il laisse aussitôt s'échapper entre ses doigts. Il regarde la poussière disparaître dans l'air et teinter légèrement sa peau. Quand un rayon de soleil l'atteint, finalement, il appartient tout entier au lieu. Le rêve était enfin devenu réalité. Après ces mots, il s'en alla en silence. Devant ma porte, il me demanda si je me rappelais le 30 juillet. « Bien sûr, lui dis-je. » Il reprit en me disant « Cela faisait 2 jours que j'étais de retour en France et une amie m'a téléphoné. Elle me dit « Tu es au courant, Aurélien ?» Je lui dis oui, Bergman est mort. C'est triste. Michelangelo Antonioni est le dernier des grands. C'est un signe. Je dois partir le voir. D'abord silencieuse, elle se mit à pleurer et me dit alors ce que je ne savais pas encore. Alors, ce que j'ai pas précisé pour les gens qui n'avaient pas vu le film, c'est que Zabriskie Point, c'est ce lieu là dans le désert américain, dans la Death Valley. Voilà, c'est le nom de la zone. Enfin, il y a un petit panneau au début, mais je ne sais pas si c'était très lisible. Donc voilà, c'est cette zone-là. Enfin, ici, on le voyait bien, en tout cas. Je sais pas Ouais. si là, et là, le choix des images fixes, c'est une contrainte ou c'est un choix de... Non, il n'y a aucune contrainte. Et c'est un film fait... Alors déjà, bon, c'est un extrait. Bon, je trouve ça assez indigeste, pour être honnête. Là, il y a beaucoup de voix off. On ne laisse pas beaucoup de place au spectateur pour ressentir, justement. Et c'est un peu dommage, on lui donne un peu trop de... Mais bon, ça a 10 ans déjà. Non, il n'y a aucune contrainte. Je fais ce film-là, je pars là-bas, il meurt 2 jours après que je rentre, donc tout s'effondre. Je me dis, ah, c'est horrible, je ne le verrai jamais. Du coup, j'ai abandonné le film. C'est 1 an après que des amis m'ont dit, ah, mais il faut quand même que tu le montres, raconte cette histoire, etc. Donc j'ai fait ce film de 50 minutes qui raconte un peu ce... Le film il a été important parce qu'il m'a permis de digérer les artistes, en fait. C'est aussi surtout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on passe son temps à s'identifier, on ne s'identifie pas à ces gens-là, hein. Vaut mieux pas d'ailleurs, mais en tout cas, quand on aime un certain cinéma, on a tendance à vouloir essayer de reproduire certaines choses. La preuve, donc je vais filmer plan par plan ce qu'il a fait. Je fais exploser des caméras parce que pour ceux qui ont vu le film, à un moment, il fait exploser plein de choses dans le film. Enfin, c'est vraiment, je recopie certaines idées de cinéma qu'il met en place dans le projet. Et en faisant ce film-là, je me suis aussi rendu compte que c'était vachement important, peut-être d'essayer de le mettre en pratique. Pour moi, derrière, trouver mon propre chemin. C'est-à-dire arrêter de me dire « Ah, j'adore Antonioni, j'adore Tarkovsky, j'adore patati et patata ». Sauf qu'à un moment, je fais ton propre cinéma et puis qu'on soit influencé, qu'on soit séduit par une forme de cinéma, d'accord, mais je pense que c'est important et ça rejoint un peu aussi ce que tu pouvais dire tout à l'heure sur le fait de retrouver parfois dans des films des types un peu de situations ou d'idées de cinéma qu'on retrouve comme une espèce de cahier des charges parce que les gens essaient peut-être plus parfois de reproduire ou de se rapprocher que d'essayer de digérer. Et ce film-là, voilà, malgré tous ses défauts, il en a vraiment énormément. Je pense qu'il a été important. Pour moi, je pense que ça fait partie des moments où j'ai senti que je franchissais une étape. Et je me suis dit, voilà, j'ai franchi une étape, maintenant je continue sur un autre chemin jusqu'à la prochaine. Et, voilà. Parce que c'est vraiment un geste limite que de copier littéralement des plans, enfin, c'est peut-être d'aller au bout voilà, du mimétisme, de l'admiration. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le prétexte c'était d'aller le voir, de lui dire « Regardez, j'ai filmé la même chose 40 ans plus tard, rien n'a changé, c'est super. » Bon, mais j'ai pas pu lui montrer, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on continue à... Comment on se trouve? Est-ce qu'on explore différentes choses différentes ou est-ce qu'on commence à voir ce qui se dessine? Est-ce qu'on va continuer à voir beaucoup de films par ailleurs? Moi, je regarde beaucoup de films encore aujourd'hui. Je vais 4 fois ou 5 fois par semaine au cinéma, plus les films que je regarde chez moi. Enfin, je vais au cinéma tous les jours quasiment. Donc ça, je continue à voir beaucoup de films. En faisant ce film-là, je me rends compte aussi qu'il y a un truc que j'aime bien, c'est mettre en scène. C'est-à-dire mettre en scène, diriger des comédiens, même si c'est une forme, si c'est un essai documentaire, enfin tout est mis en scène, je les amène à quelque part, je leur explique ce qu'on va faire, je leur demande de se mettre là,
Il n'y a pas beaucoup de place au hasard. Le hasard, c'est super, hein, aussi, évidemment. Diriger les comédiens, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire, diriger? Parce que c'est un mot qui recouvre des réalités très différentes en fonction des cinéastes, finalement. Donc, et puis, c'est des choses qui évoluent aussi. Pour repartir depuis le début, en fait, ma première expérience de direction, c'est mes amis à 14 ans. Si on peut appeler ça de direction, c'est-à-dire je leur demande simplement, mets-toi là, fais semblant de pleurer, mets-toi là, fais semblant d'être content. Après, dans le documentaire, là, c'est la première fois, enfin, dans ce film-là, c'est la première fois où je me confronte à la nécessité de trouver quelque chose de juste. C'est-à-dire, c'est pas juste ris ou pleure, c'est aussi déplace-toi, mets-toi là à tel moment, toute une question de gestion du temps dans la direction, de me dire, ah mais en fait, la direction, c'est pas juste réciter des phrases, il y a aussi une manière de les dire, un temps pour le dire, etc., etc. Après ça, je suis passé à la fiction. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Sauf que le paradoxe, quand je suis passé à la fiction, j'ai fait des films. Mon premier film, L'Inconnu, il y a une phrase dans tout le film qui fait 25 minutes. Une phrase. Et il dit, garçon, ça va. Alors, il y a quand même de la direction, il y a beaucoup de direction. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue qu'il n'y a pas de direction. C'est les corps qui s'expriment. Enfin, il y a tout un travail de ça. C'est à raconter aussi avec des. Moi, je sais que dans mes films, les gens, j'ai choisi pour ce qu'ils incarnent déjà. J'aime beaucoup choisir des gens parce qu'ils sont grands, maigres, gros, forts, blonds, etc. Il y a un truc chez eux qui me plaît. C'est-à-dire que je n'essaie pas forcément de transformer quelqu'un. Je ne vais pas prendre un comédien. Il y en a qui aiment faire ça. Moi, je les choisis pour ce qu'ils déjà dégagent et incarnent. Et après, je travaille autour de ça avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas une autre personnalité, mais en tout cas, leur corps et leur physique me racontent quelque chose. Et j'ai besoin de travailler, de jouer avec ça. Progressivement, dans mes films de fiction, j'ai rajouté de plus en plus de phrases. Mais pourquoi il y avait peu de phrases au début? Et parce que ça me faisait peur. C'est-à-dire que ça me faisait peur. Quand j'y pensais, je revoyais les films que je faisais au lycée ou à 14 ans, avec mes parents qui jouaient dedans, où c'était catastrophique. Ça jouait très mal. Je leur faisais une prise. Je disais, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Enfin, on était dans un travail dans l'urgence aussi. Puis je ne prenais pas conscience. À ce moment-là, c'était aussi... ces films-là, c'était raconter des choses, ça racontait des histoires, sans grand intérêt. Donc c'était un cinéma primitif, c'est peu dire. Hein. Oui, où le dialogue a une fonction informative. Exactement, où il ne sert qu'à ça, où c'est très bavard. Mais ça existe aussi beaucoup dans le cinéma par ailleurs. Bien sûr. Et progressivement, je me suis rendu compte, c'est vachement chouette d'utiliser la parole, de faire dire des choses, tous les sous-entendus que ça peut créer, toutes les informations que ça peut donner au-delà de raconter quelque chose. Puis là, une voix, ce que ça laisse entendre une voix au-delà des mots. Il y a toutes ces choses-là. Et ce que j'aime dans la direction d'acteur, moi, énormément aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un moment de trouver... Alors, c'est des choses qui n'ont absolument pas d'originalité, hein. C'est avec un comédien, trouver le temps nécessaire pour trouver le juste équilibre, la juste tonalité pour incarner une situation ou un personnage. C'est-à-dire, j'aime énormément ce temps-là. Où on prend, ce qui est souvent limité en court-métrage, d'ailleurs, malheureusement, c'est un peu le temps qui peut nous manquer en cours, mais c'est de trouver le temps pour trouver la juste tonalité, pour exprimer quelque chose, le mot adapté. Et comment tu procèdes alors? C'est des répétitions avant le tournage? Sur les derniers films qui sont beaucoup plus bavards, Poisson, que vous verrez ce soir, et les photographes, oui, il y a pas mal de répétitions en amont. Par exemple, dans Poisson, un film que vous verrez tout à l'heure, la séquence dans la guinguette entre Adélaïde et Samir, c'est simplement un chant contre chant, mais cette simplicité de la mise en scène à ce moment-là, elle a son importance, parce que je veux qu'on focalise aussi sur ce qui se disent. C'est énormément de répétitions en amont, parce qu'on joue entre une situation dramatique et une forme d'humour qui doit venir briser, qui doit venir désamorcer le drame aussi. On joue sur un malentendu, donc c'est des choses très... on est sur une espèce de frontière très limite, alors très vite on peut être tombé du bon ou du mauvais côté, et c'est beaucoup de répétitions, c'est aussi voir avec eux comment eux appréhendent la situation, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et après, c'est moi qui fais les choix, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est moi qui sens... Moi, je sais que, par exemple, je déteste les moniteurs là, qu'on a sur les plateaux. Il y en a parce que les assistants caméra, ils en ont souvent besoin. Moi, je ne le regarde jamais. Je vais au cadre, je regarde, et puis ça m'arrive de regarder quand j'ai eu la sensation qu'on a peut-être un projecteur qui est rentré dans le champ, enfin bref, plus pour des raisons techniques en fait, mais je préfère écouter. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte aussi dans la fabrication de mes différents films, que la justesse de ce que je recherchais, c'est-à-dire je l'entendais mieux sans regarder ce qui se passait. Donc je mets en place évidemment la situation, et après quand on l'enregistre, vraiment, en général je regarde ailleurs, j'écoute pour voir si on est sur la bonne tonalité
Et puis c'est la question de rythme, c'est-à-dire ce que j'adore dans la mise en scène et dans la direction d'acteur, et c'est pour ça que j'aime le plan séquence. C'est-à-dire, on va poser une caméra, on va tourner pendant 4 minutes, sauf qu'il y a le temps de la durée du plan, mais le temps des événements dans le plan. Et ça, j'adore. C'est ce truc de faire déplacer les gens, de venir au premier plan, de repartir, de dire des choses avec toute l'énergie, la dynamique et tout ce que ça raconte en fait sur une situation voilà, qui était très visible dans La peur petit chasseur de Laurent Achard. Le moment du Frénois, ça a été l'ouverture, enfin, ou l'expérimentation vers d'autres choses. Là, c'est l'installation, c'est ça qu'on montre après. Hein, c'est ça ce qu'on avait. Ouais, c'est-à-dire, tu peux dire un peu plus sur le Frénois ou... Alors le Frénois, c'est le Studio national des arts contemporains, une nouvelle fois. C'est une école d'art, quoi, en fait. C'est une école d'art. Sauf que bon, ça s'appelle école, mais c'est un peu particulier. On peut y rentrer jusqu'à 35 ans. Donc les élèves qui rentrent à 35 ans, ils sortent à 37, c'est 2 ans. De là à dire qu'on est des élèves, ils choisissent quand même des gens qui ont déjà des parcours artistiques plus ou moins un peu en place. Donc en général, ils prennent des gens qui ont déjà fait des films, qui ont déjà fait des photos, qui ont été un peu diffusés, etc. Elle a la particularité donc, d'être internationale, ce qui veut dire moi dans ma promo on était 20, on était 9 Français, il y avait 11 étrangers. Donc ça c'est extrêmement stimulant, parce que chacun vient avec sa culture, avec ses connaissances, avec son savoir, et surtout chacun arrive avec sa propre discipline. Ils essaient au maximum d'aller piocher un peu partout. Moi, je faisais partie des 2-3 qu'ils avaient choisis pour le cinéma. Et puis, il y en a 2-3 qui, encore une fois, qui viennent pour la photographie, pour la danse contemporaine. Et il n'y a pas de cours. C'est-à-dire on n'est pas assis sur des chaises en train de regarder un enseignant. On a des artistes invités, on a des tuteurs chaque année qui sont des gens de la profession, de divers arts. Moi, par exemple, c'était Mathieu Amalric, mon tuteur. Donc, cette année-là, mais l'année où j'ai eu moi, Mathieu Amalric, il y avait João Pedro Rodrigues, bon, qui est aussi du cinéma, qui est un cinéaste, mais il y avait David Rockaby, qui est un plasticien canadien, enfin voilà. Et du coup, on travaille une année avec ces gens-là, et l'année d'après, on a notre tuteur avec qui on travaille. Enfin, on travaille, c'est plus des dialogues en fait, et c'est des discussions qu'on a avec eux, on leur raconte ce qu'on veut faire. Et pendant une année, alors on a 2 ans, chaque année, l'école nous met alors on a beaucoup de chance, et on a une enveloppe en cash de 10 000 €, plus tout le matériel. Donc on a vraiment 10 000 € qui servent à payer les gens avec qui on va travailler, etc. Et pendant chaque année, on fait de la recherche pendant 3-4 mois, et puis après on met un projet en place. La première année, c'est censé être plus un projet autour des outils du cinéma. Et en deuxième année, c'est vraiment complètement ouvert. Donc ça peut être de la photo, un travail de plasticien, d'installation, de ce qu'on veut. Et moi, je suis allé là à ce moment-là parce que le cinéma, c'est super et j'aime beaucoup. Mais c'était pas pour faire un film, parce qu'il y a des documentaires qui se font, des petites fictions, mais toi tu as choisi de... Moi j'ai choisi justement de me dire, tiens, mes producteurs à côté avec qui je travaille maintenant, je fais des films, j'aime beaucoup aller au musée, j'aime beaucoup les formes différentes, j'aime beaucoup le cinéma expérimental, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien aussi d'imaginer comment on peut utiliser l'image en mouvement autrement, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut créer des interactions. Je suis arrivé en connaissant rien du tout de ça, à part en étant spectateur, et l'avantage du Frénois, c'est qu'ils nous mettent aussi les gens à disposition. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai dit « Ah, je veux faire une installation machin », 2 jours après, on m'avait donné 15 numéros de téléphone de techniciens à appeler, qui sont spécialistes de tel truc, etc. C'est les avantages de ces institutions. Et pendant, du coup, une année, j'ai travaillé sur un projet d'installation qui, maintenant, est diffusé dans les musées, mais dont on va vous montrer une espèce de bande-annonce qu'avait fait le Frénois à l'époque. Alors, le Frénois, si vous ne connaissez pas, enfin, c'est une école qui se trouve à Tourcoing, et c'est aussi un espace d'exposition, et chaque année, les artistes, enfin les apprentis, je ne sais pas comment vous qualifier, étudiants, artistes, exposent le travail de l'année pendant quelques semaines. Donc c'est parfois des films, mais aussi des installations, il y a des choses très étranges, plus ou moins convaincantes, mais bon, c'est... Après, c'est un atelier, il faut le prendre aussi comme un lieu de recherche. Exactement. C'est-à-dire que c'est un lieu de recherche. Et c'est un peu le défaut, d'ailleurs, de... Moi, j'y suis allé vraiment dans cette perspective-là, en me disant, voilà, j'y vais, je fais de la recherche. Ce que je vais faire, ça sortira peut-être jamais de l'école, peu importe. Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'expérimenter des choses. Le hasard a fait qu'au final, l'œuvre, elle circule. Donc, on va peut-être montrer la petite bande-annonce de l'installation. Alors, juste avant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, pour que ça soit très clair. C'est une projection de 6 mètres par 4. Donc, on va dans les musées, pour le musée. Je l'ai tourné sur une île abandonnée au Japon qui s'appelle l'île de Hashima.
Donc c'est des plans, alors c'est pas des photos, hein, c'est des plans fixes, mais de ruines. Quand on imagine que c'est projeté là, quand le spectateur passe devant, on passe devant, on a le droit de passer devant, on a notre ombre naturelle qui apparaît sur l'écran, et le lieu se reconstruit dans notre ombre. C'est-à-dire que ça montre ce que ça a été avant. Moi, j'adore les lieux abandonnés, et à chaque fois que je les visite, je fantasme évidemment ce que ça a pu être, sauf que je le fantasme avec le référent que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de photos d'archives, etc. Et là, j'ai voulu trouver un dispositif qui permette au spectateur, en étant devant cette ruine, d'imaginer ce que ça a pu être. Donc quand il passe une nouvelle fois devant, enfin, vous allez le voir, dans notre silhouette, ça reconstruit le lieu, mais ça le reconstruit à partir des éléments qui sont dans la ruine. C'est-à-dire qu'on a pris le seul carreau qui n'est pas cassé pour faire les autres carreaux, et on a pris la seule partie du mur qui est la moins abîmée pour nettoyer le reste du mur. Vous allez voir. Donc c'est l'Empire, ça s'appelle. C'était en tout cas une envie de me confronter à d'autres choses que le cinéma. Mais je me souviens, c'était facile. Enfin, je l'ai vu. Hein, je sais pas comment. Enfin, vu et participé, parce que c'est vrai que quand on a l'impression de créer quelque chose, c'est assez impressionnant. On se pose des questions bêtement de technologie. Mais comment il a fait tout ça? Tu peux nous dire un peu? Mais moi, j'ai cette curiosité un peu bête comme ça du néophyte. Après, oui, je peux dire un peu. Il y a de la programmation. Alors moi, il y a de la programmation informatique. C'est beaucoup de choses que je ne maîtrise absolument pas et que je ne maîtrise toujours pas d'ailleurs. Donc encore une fois, c'est là où on travaille avec des gens qui sont spécialistes de ça. Je travaille avec des programmateurs, avec un informaticien, avec un spécialiste de l'installation. Après, on a nos petits secrets de polichinelle, machin, qu'on dévoile pas, mais c'est pas très compliqué à faire. Hein. Ça demande des outils un peu spécifiques. Et ça marche même de mieux en mieux aujourd'hui, parce que ça, c'est 2011, je crois. Là, c'était à la Nuit Blanche à Paris, et ça marchait 10 fois mieux, parce qu'aujourd'hui, les capteurs en 2011 étaient moins sensibles. Aujourd'hui, vraiment, on voit parfaitement le contour des doigts. Enfin, c'est beaucoup plus troublant. Puis j'ai fait une autre version à Détroit depuis. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... en termes de sensation, c'est beaucoup plus efficace. Parce que là, on sent que c'est très pixelisé autour du corps. Il y a quelque chose qui marche moins bien. Même les diffusions en grand écran, aujourd'hui, ça marche encore. C'est beaucoup plus... avec des outils moindres, c'est quand même de meilleure qualité aussi. Donc, Et après, il y a tout un travail immersif qu'on ne sent pas là, de son, etc., qui participe aussi au fait d'avoir la sensation d'être dans ce lieu-là. Alors, parmi les gens que tu avais envie de croiser, il y en a quand même que tu as pu rencontrer avant qu'il disparaisse. C'est Bruno Dumont. Oui. Hein, et à propos duquel ou autour duquel, je ne sais pas comment dire, tu as fait un documentaire.
Oui, alors Bruno Dumont, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, enfin, que j'aimais énormément avant. J'aime un peu moins son travail aujourd'hui, mais je trouve que c'est quand même un très grand cinéaste. Et voilà, j'étais curieux de le voir au travail, donc j'ai décidé de faire un film documentaire autour de son travail. Un film qui s'appelle Le fracas des pattes de l'araignée, et sur plus particulièrement la question du son, parce que pour ceux qui connaissent le cinéma de Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui a un rapport au son qui est très singulier. C'est-à-dire que dans l'étape de fabrication d'un film, on fait la prise directe, c'est-à-dire pendant le plateau, avec une perche et un ingénieur du son. Puis il y a le montage son, et puis il y a cette dernière étape qui est le mixage, que parfois les gens connaissent un peu moins, qui est très importante, qui permet de spatialiser le film dans une salle, de créer aussi sa poétique, et en tout cas sa dynamique, sa couleur, etc. Et Bruno Dumont, lui, il enregistre sur le plateau, mais il n'y a quasiment pas de montage son. C'est-à-dire qu'il va directement au mixage. Donc il se refuse à rajouter des ambiances artificielles, ce ne sont pas forcément artificielles, mais en tout cas à rajouter des éléments qui n'ont pas été enregistrés sur le plateau. Et il aime bien aussi garder les sons de micro qui grattent. C'est-à-dire les HF, parfois, pas parfois, tout le temps, ça frotte un peu sur les chemises, donc ça gratte, et on les fait nettoyer sur un film traditionnel, entre guillemets. Et du moins, il veut pas ça. Lui, il veut qu'on garde, il veut qu'on sente que ça gratte, que ça fait partie de son cinéma, de la rugosité de son travail. Et il travaille avec Emmanuel Crozet, qui est un des plus grands mixeurs aujourd'hui. Donc voilà, j'ai voulu passer du temps avec eux, les accompagner dans la fabrication. Donc c'était Hors Satan, le film à l'époque. Et j'ai suivi toute la fabrication du mix que j'ai filmé pour essayer de faire un film qui, à la fois, me permette, moi, de comprendre comment travaillait le cinéaste, comment il collaborait en tout cas avec un technicien qui, à mon sens, et au-delà d'être un technicien, c'est ce que je te disais hier, c'est que je pense qu'Emmanuel Crozet fait partie de ces techniciens qui bonifient vraiment les travaux des cinéastes. Donc c'est au-delà d'être des simples techniciens. Je pense qu'ils ont une vraie part d'implication dans la réussite et la sensibilité du travail de ces cinéastes. Et je voulais aussi faire un film qui puisse aborder un tout petit peu la question du mixage, tout en ne faisant pas un film pédagogique sur le mixage. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je voulais qu'ils puissent, à la fois, les gens qui ne connaissent pas le mixage puissent comprendre ce que c'est que le mixage au cinéma, mais qu'on ne soit pas sur un film pédagogique uniquement pour des scolaires. Donc voilà, ça s'appelle Le fracas des pattes de l'araignée, pardon. L'araignée, c'est Bruno Dumont. Et on peut regarder un extrait. De façon générale, je trouve que ça manque d'amplitude. Tu vois, l'amplitude, c'est la différence entre ce qui est doux, beau, et ce qui peut monter très haut. Je trouve que tu vois, l'amplitude n'est pas extraordinaire, quoi. Donc si tu agrandis l'amplitude, tu élargis le spectre de l'écoute. Maintenant, c'est de définir, si tu veux, la clarté, l'amplitude du son et la diffusion du son. Mais après, il faudra, si tu veux, donner une couleur générale au film et travailler sur l'amplitude, en fait. J'en peux plus. En tout cas, on est raccord, parce que c'est vraiment ce que tu vois, par intuition, je cherchais ce matin. Oui, c'est ça, oui, moi je suis d'accord avec toi. Là, pour l'instant, avec le son tel qu'il est là, j'ai l'impression qu'on voit le cinéaste en train de filmer des plans, et de dire c'est beau, et tout ça. Parce que ça va donner normalement toute la musicalité du film viendra justement de la qualité du son, quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et l'émotion, elle vient du vent, quoi, enfin, des fonds. Quoi. Donc on a récupéré les fonds, déjà pas mal. Hein. Pas qu'on en ait plein les oreilles tout le temps, parce qu'il y a des scènes, tu vois, c'est très calme. Donc il faut pas que ça crépite de partout. Mais il faut que, j'entends bien, hein, mais je pense qu'il faut, même dans les moments très calmes, il y a quelque chose dans les bas niveaux qui accroche. Gratte un peu, quoi. Sinon, on est un peu à distance et ramené dans le film tout le temps. Il faut que le spectateur ait la tête dedans. Qu'est-ce qu'on a vu là?
la discussion, c'est une discussion pendant le non ou Non, là c'est ça explique bien. Alors le film, il est pas toujours comme ça. On les voit parler ensemble, on les voit échanger, etc. Là, c'est un moment où je réutilise un texte off, enfin un échange qu'ils ont eu en off et que j'ai reconstruit à partir d'éléments que j'avais qui permettaient de comprendre en fait ces histoires de dynamique. Alors, ce qui est compliqué évidemment pour un film comme celui-là ici, ou si vous le regardez sur votre ordinateur, c'est que c'est un film sur le son. Donc j'ai récupéré évidemment toutes les sorties Pro Tools du film, les prémix, et ce qu'on entend dans mon film, c'est vraiment ce qu'on entend en fonction des étapes de fabrication. Là, évidemment, on n'est pas équipé pour, mais dans une salle de cinéma traditionnelle, on sent vraiment les différences, en fait, on les sent travailler. Ce qui est la difficulté de faire un film, évidemment. Le film, c'est sur le DVD de Hors Satan. Je pense que 90% des gens qui le regardent pas dans des bonnes conditions pour sentir, évidemment. Après, on ne le sent pas, mais il l'explique. Donc, les choses, elles sont dites. Mais le mixeur, c'est quelqu'un d'important, parce qu'il n'est pas le preneur de son. Non. Le mixeur, il récupère le travail qu'a fait l'ingénieur du son sur le plateau le monteur son. Qu'est-ce qui fait que celui-ci se distingue d'un autre? Qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui réorganise tout, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider de mettre fort la musique, de la faire entrer à tel moment, de monter la voix, de la baisser, de rajouter une couleur, donc de spatialiser, c'est-à-dire d'entendre la porte derrière ou pas, ou d'essayer de la laisser devant. Donc c'est vraiment lui qui décide, avec le cinéaste évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas le mixeur seul qui dit tiens, on va mettre ça là, ça là. Des gens comme Emmanuel sont suffisamment doués pour faire des propositions qui vont dans les sens du film. Et puis aussi Emmanuel et Bruno, ils ont fait 5 ou 6 films ensemble. Donc maintenant, il y a des réflexes. Mais c'est une étape extrêmement importante, le mixage, et que parfois les gens connaissent assez mal. Et même des gens se passent du mixage, ce qui pour moi est une incompréhension totale. Mais Dans les expériences que tu as amenées, il y a un film dont on ne verra pas d'extrait. C'est ce film en plan séquence. Ouais. Le jour où le fils de Rainer s'est noyé. Voilà, il y a beaucoup de morts dans non, c'est pas des morts, c'est la trace, c'est le souvenir, c'est ce qui reste. Voilà, c'est ce qui reste, d'accord. Comme Ron et Char. C'est ça. C'est ce qui importe, c'est la trace. D'ailleurs, je crois que le cinéma, c'est beaucoup ça. C'est un art de la trace plus que de la présence. Mais bon, on pourra en reparler. Donc, tu peux nous dire 2 mots de ce film, qui est une expérience... Quand on voit mes films, on se rend compte que j'aime beaucoup les plans séquences. Je me suis dit, tiens, super, je vais faire ce qui est pas très original, mais je vais faire un film en plan séquence dans un lieu abandonné, avec aucune phrase. Ah si, il y a 2 phrases, je crois. 2, 3 peut-être. Avec 100 figurants, par contre, il y avait cette envie. À chaque fois que j'ai fait un film, j'essaie d'expérimenter des choses nouvelles. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un film court, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et de me dire bon, mais c'est super, celui-là, je l'ai réussi, je vais faire la même chose et la même chose et la même chose. Non, mais du coup, ce film-là, je l'ai fait en me disant alors, j'ai envie de faire un film en noir et blanc, en 2:35, en plan séquence, avec beaucoup de figurants. Et j'ai construit quelque chose autour de ça. Après, j'aime beaucoup Maurice Maeterlinck, qui est un auteur de Tragique quotidien, dont je me suis inspiré d'une de ses pièces qui s'appelle Intérieur, pour ceux qui la connaissent. Et c'est une manière de faire un film différent. Du coup, on a beaucoup de jours de répétition, mais un seul jour de tournage. Pour du court-métrage. En long-métrage, évidemment, on aurait plus de jours de tournage. Ça a un rapport au temps qui est différent. Quand on parlait tout à l'heure de la durée du plan, mais la durée de l'événement dans le plan, ça, sur du plan séquence, du coup, il faut savoir gérer cette chose-là. Donc, c'est beaucoup de répétitions. Moi, je trouve ça très excitant, très à faire parce que c'est beaucoup plus d'imprévus, beaucoup plus de chances qu'il y ait des choses... des accidents, et les accidents, c'est aussi parfois ce qui transcende des plans ou des films. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce film-là. Oui, tu as pu expérimenter ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire circuler des personnages, des acteurs dans le plan. Enfin, c'est assez, Donc ça circule beaucoup, on commence dehors, on rentre dedans, puis on ressort, puis on re-rentre. Le film se passe pendant la tombée de la nuit, donc il fait jour au début du film, nuit à la fin. Je m'étais mis plein de contraintes. Ouais, plein de contraintes, mais c'était le but. Voilà, je me suis dit, encore une fois, moi, j'appartiens à ceux qui pensent que le court-métrage, on est là pour expérimenter des choses. Si c'est raté, c'est raté, tant pis. Enfin, on est là. Si on n'expérimente pas là, moi qui passe au long en ce moment, je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus dur d'expérimenter. Même si je vais continuer à le faire, je me rends compte que en court-métrage, on peut facilement imposer des choses en disant... essayons. Et puis c'est très excitant pour tout le monde. C'est excitant pour celui qui fait le film, pour les gens qui travaillent sur le film, de se dire quand ça fonctionne, on est...
Et là, on avait plein de contraintes. Ça permet aussi de voir qu'il y a des choses qui nous... Moi, je me rends compte que j'aime pas le 2.35, mais que par contre, il a du sens dans ce film-là, mais que c'est un format que j'aime pas, je déteste le Steadicam. Le format le 2.35. Tu peux peut-être dire... Le format 2.35, vous savez, c'est le format un peu ticket de métro. Il y a des formats au cinéma. On a le 1.33 qui est 4 tiers, qui est le format un peu carré, puis il y a 1.66 qui est un petit peu plus large, 1.85, 2.35. Donc aujourd'hui, beaucoup de films se font en 2.35. On utilise au maximum l'horizontalité de l'image. Et évidemment, le choix d'un format dans un film, c'est aussi un choix esthétique. Si on filme un film en 1.33 ou en 4 tiers, pour parler avec les codes de la télé, c'est qu'on va raconter des choses avec ce format-là. Et les photographes, c'est fait en 4 tiers, mais c'est parce que c'est un film qui parle de la photo, de la chambre photographique avec ces formats-là. Donc c'était important de retrouver ce format-là. Et en faisant Reiner, je me suis rendu compte que j'aimais pas beaucoup le 2.35 par contre, un format horizontal, que je détestais le Steadicam, donc vous savez, cet outil où on met une caméra et on peut avancer avec, ça compense en fait tous les mouvements, sauf que ça les compense, mais ça fait un effet planant tout le temps. Il y a quelque chose qui est... Donc c'est super pour monter des escaliers parce qu'il n'y a pas d'à-coups, mais moi je trouve qu'en sensation c'est atroce, quoi. C'est-à-dire que c'est aseptise de tout, on n'a pas du tout... Puis c'est quelque chose qui est très utilisé dans le clip et dans la pub aujourd'hui. Donc moi, c'est vrai que souvent, quand je vois des films et que je sens le Steadicam, je me dis qu'il y a quelque chose de... parfois, c'est très bien utilisé. Hein. Dans Shining de Kubrick, c'est magnifique. Donc, tu as fait après ce court-métrage qui s'appelle... le suivant, c'est... Il y a Le Rescapé juste avant. Avant le jour où le fils de Reiner s'est noyé, c'est Le Rescapé. Ouais. C'est ça, c'est un petit peu avant. Ouais. Donc le Rescapé, c'est une fiction. C'est une fiction. On pourrait dire, qui s'annonce comme une fiction traditionnelle. Hein. Qui s'annonce comme une fiction traditionnelle, exactement. Mais qui l'est. Le film fait 33 minutes, il l'est pendant 32 minutes. Et quand j'ai écrit donc je vais vous montrer l'extrait dont on parle. Quand j'ai fait le Rescapé, qui est un film narratif avec une histoire et des enjeux... comment dire, ça raconte une histoire d'un enfant qui disparaît, qui revient, etc. Bon, il n'y a pas de choses spectaculaires. Sauf que j'ai écrit ce film par rapport à une séquence que je vais vous montrer. Et évidemment, mon producteur m'a dit « Ah, ça par contre, on ne le tourne pas. » J'ai dit « Si, j'ai écrit le film pour cette... Moi, je veux faire que cette séquence dans le film. » Il m'a dit « Non, ça on ne peut pas, ça va nous coûter cher, ou ça va être compliqué, est-ce que le spectateur il va comprendre, etc. etc. » J'ai dit, si on ne la fait pas, je ne fais pas le film, c'est pas grave, on fait autre chose, quoi. Donc j'ai insisté. Alors le film est tourné en argentique aussi, pas en numérique, et vous allez comprendre pourquoi il est tourné en argentique en voyant l'extrait. Et donc, quand le spectateur regarde ce film-là, il regarde un film comme un autre, disons, et puis à un moment, il se passe un événement qu'on va peut-être regarder, on en parlera après, non ? C'est peut-être plus simple. T'es du coin? Non, parce qu'en fait, on commence à en avoir marre des 2 blaireaux qui nous servent de potes, là, donc... Tu t'es fait quoi au bras? Je sais pas. Ouais, sinon, mec, c'est quoi ton petit nom? Marc. Oh, comme mon cousin. Ouais. Et alors, Marc, qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Il sait pas. Vas-y, ma gueule, c'est bon, hein. Tu peux nous dire que tu t'es tapé, t'inquiète, c'est rien. C'est sûr. Tu t'es fait mordre par un crocodile. Waouh! T'es sérieuse, toi? Putain, ça fait depuis 20 ans qu'on t'attend, là. Allez, bouge, maintenant. C'est bon, j'étais au téléphone. Et on t'a trouvé un nouveau mec? Ouais, de ton âge en plus. Iris, on te présente Marc. Iris? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ce mec, je le connais. Je suis allée à son enterrement l'année dernière. C'est quelqu'un d'autre, tu confonds. Il était dans la classe de mon petit frère. Enfin, réfléchis, c'est pas possible. Vas-y, elle dit que de la merde, mon vieux. C'est bon, lâche-la. Putain, mais arrête ça, je te le dis. Je te le dis.
peut-être. C'est pas la fin du film, hein, par contre. Oui, le film ne se termine pas sur ça. Ça continue après, mais peut-être. Je ne sais pas si on a bien entendu les dialogues. Peut-être resituer un peu, parce que je suis pas sûr. Oui, alors pour resituer le film, ce petit garçon qu'on voit de dos là, qui va sauter du pont, c'est l'histoire d'un petit garçon en fait qui subitement, un jour revient chez lui et on comprend au fil du film qu'il a disparu depuis 1 an et que a priori il a été enterré. A priori, parce qu'il y a donc c'est l'histoire de quelqu'un qui revient, qui est comme nous. D'ailleurs, ce qui est très troublant, c'est ça a été parce qu'il y a la série Les Revenants un peu pour ceux qui l'ont vu qui parlent de ça. Vous regarderez, mon film a été fait 2 ans avant. Et donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient, mais qui est de chair et de sang, et les gens ne comprennent pas pourquoi il est là, et qui parle, qui vit, et il est censé plus être là. Donc ce qui m'intéressait, donc j'ai fait cette séquence expérimentale dans le film, enfin dite expérimentale entre guillemets, qui vient un moment. Alors c'est une expérience qui marche plus trop aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on diffuse des films en numérique. Mais moi j'ai fait ça parce qu'adolescent j'ai vécu ça dans une salle de cinéma avec la celluloïd qui s'est enflammée en fait et ça m'avait terriblement troublé. Ça m'a fait hyper peur. Et donc j'avais essayé de reproduire ça. Évidemment aujourd'hui ça marche beaucoup moins. Le spectateur il regarde ça comme un effet spécial dans un film. Mais il y avait cette envie de le faire et c'est fait de manière complètement artisanale. C'est-à-dire j'ai été faire ça à l'Etna, qui est un labo de recherche de films expérimentaux argentiques à Paris. Et donc on a refilmé, donc j'ai tourné en argentique, on a refilmé le négatif que je faisais brûler en mettant des produits dessus, je tirais le négatif en filmant en même temps. Enfin, il y a tout un travail comme ça. Moi j'aime le cinéma parce que j'aime aussi la matière, il y a un travail par rapport à ça. Et surtout je fais ça parce que pour moi dans le film ça raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment c'est aussi, on va au plus profond de lui pour essayer de comprendre ce qu'il est. J'utilise ce qu'a la matière de plus profond pour qu'elle me déchire, qu'elle me donne la vérité d'une certaine manière. Bon, j'explique ça un peu vite, un peu grossièrement, mais en tout cas, voilà, ça avait du sens. C'était pas juste une gourmandise pour moi dans le film de dire tiens, je vais faire brûler la pellicule à un moment. Quand on voit le film dans son entièreté, on comprend pourquoi il y a cette séquence et on comprend tout à fait ce qu'elle raconte. Même si rien ne l'annonce. Enfin, rien ne l'annonce jamais et elle se termine et le film reprend. On voit ça dans un film de Lynch avec ça pourrait à la limite. Mais là, tout d'un coup, ça arrive de façon très abrupte. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous mes films. Dans Poisson, je ne vais pas révéler ce qui se passe, mais dans Poisson, il y a un événement à un moment qui participe aussi à cette étrangeté, alors qui est moins formel, disons, mais qui participe aussi à un moment à créer, à raconter quelque chose dans le cinéma. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je préfère, encore une fois, ressentir que comprendre. Et cette expérience que j'avais vécue, elle n'appartenait pas au film, mais en tout cas, elle m'avait troublé. Même s'il y a des films qui l'ont utilisé. À la fin de Monty Hellman, c'est ce qu'on se disait, de Macadam à 2 voix, elle se termine comme ça. Il y a aujourd'hui, j'ai vu un film de Briante Mendoza aussi, où il y a la pellicule qui brûle au milieu du film. Oui, c'est vrai, certains l'ont. Oui, il y en a que ça a été utilisé plein de fois. Et puis tout le cinéma expérimental des années 60-70, ils font que ça, brûler, gratter, déchirer. Donc mais c'est aussi l'envie d'essayer dans un cinéma plus traditionnel, entre guillemets, encore une fois, de mener des formes différentes et de voir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça raconte. Voilà, dans l'écriture, dans le plaisir égoïste de les faire. Alors ce soir, nous allons voir Poisson. Tu as choisi un extrait pour parler de ce film. Il y aura un plaisir particulier aux spectateurs qui resteront d'avoir déjà vu un petit bout du film s'ils ne l'ont pas vu, de le retrouver inséré dans le film. Donc cet extrait, c'est une scène où c'est un plan de famille en quelque sorte. C'est-à-dire que tu es revenu sur les lieux de tournage de ton enfance avec les mêmes interprètes, mais avec plus d'expérience. Exactement. C'est-à-dire que je vous montre une séquence qui dévoile rien de ce qu'est le film, mais par contre, elle est importante à mes yeux parce que c'est un mélange de fiction. C'est un film totalement de fiction. C'est peut-être la seule partie documentaire du film. Parce que les gens qu'on va voir dans le film, c'est mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère. Ils font quelque chose qu'ils font depuis que je suis enfant, qu'ils continuent à faire aujourd'hui. Et quand j'ai écrit le film, je me suis dit c'est évident que ça doit être eux. Donc il y avait aussi ce plaisir de mélanger des acteurs professionnels et non professionnels, avec toute la difficulté que ça génère et tout l'équilibre qu'il faut trouver. Donc il y avait plein de choses qui m'enthousiasmaient à l'idée de tourner cette séquence, que je vais vous montrer, qui est un tout petit moment. Et puis il y a aussi un effet de mise en scène que j'avais envie d'expérimenter, qui est ce fameux travelling avec une ouverture de diaph, donc le diaphragme qui fait donc rentrer la lumière dans la caméra. Vous allez voir qu'il
Il y a un long plan au début et le diaphragme change pour révéler en fait ce qu'on ne voit pas dans un premier temps alors qu'on est face à cet événement. Je sais pas combien de mètres on a de boyaux, mais bientôt on pourra en faire de la saucisse. À la poêle de... Et après, ça chauffe plus fort, trop vite. Donc au four, pas trop chaud. Ils sont bien ces morceaux là. Ouais, mais on en a coupé pas mal. Est-ce que vous voudrez des bocaux? Ah oui, avec plaisir. Des boyaux là. Oui, il faut bien les glacer, parce qu'après on va embêter la machine. Alors, c'était comment les lacs? Ah mais on n'a pas eu le temps, on a été pris par la pluie. Ah bon? On n'a rien eu ici, nous. Ah pourtant ça a tonné fort. On a eu un petit peu peur. Alors, tu nous présentes quoi? C'est Adélaïde, la jeune femme du Lot. Elle est venue il y a 2 ans, tu te souviens pas? Ah mais oui, vous étiez venu après la saison. Oui. Mon ami aime beaucoup cette région. Mais vous ne l'aviez pas celui-là? Non. Là, j'en ai une plus belle. Mais j'avais mon grand. Jean. Qui est là-bas. Tu viens dire bonjour? Coucou. Jean, viens voir, on fait la cuisine, viens. Elle est belle. Il a peur. Donc, c'est le regard de l'enfant, c'est ça? C'est la sensation? C'était quoi cette envie de... Ouais, après, décontextualiser du film, Ouais, l'extrait, ça, il n'est pas facile à comprendre, parce qu'évidemment, il y a un rapport à la chair, à l'animal. Bon, je préfère que ça, les gens le dévoilent. En tout cas, ce qui était intéressant dans le fait de le tourner, bon, moi, je suis hyper attaché à mes parents. Encore une fois, quand je racontais ce que j'ai vécu enfant, ça n'a jamais été un frein. Quand j'étais petit, je disais que je voulais faire du cinéma. Je pense qu'ils se sont dit, bon, il est gentil, c'est une lubie, ça lui passera. Sauf que ça m'est jamais passé. Et ils m'ont jamais freiné. Ils m'ont jamais dit non. Et dans ma famille, c'est vraiment des artisans, des paysans. Alors j'ai certaines maisons qui me disent que ce que je fais, c'est pas un métier, mais parce qu'ils n'ont jamais vu comment on fait des films. Et je les avais invités sur leur escapé. Certains sont venus d'ailleurs et se sont rendus compte qu'il y avait quand même un peu de travail, qu'on n'était pas juste avec des copains pendant un week-end. Mais voilà, c'est vrai que ils ont toujours été un vrai soutien. Et je sais que dans pour cette séquence, tu as peut-être eu plus d'exigences que quand tu étais adolescent. Très très dur avec ma maman. Là, donc ma maman, c'est celle qui, il y a Adélaïde Leroux et Nathalie Boutefeu. À la fin, on la revoit, elle discute un peu avec eux. On la voit un tout petit peu sur la gauche, sur votre gauche. Ah, c'était horrible. Ça a duré 4 heures avec elle. Elle n'arrêtait pas de rire. Elle me regardait. Elle se trompait tout le temps. Alors, c'était très attachant et très mignon, mais c'est vrai que dans l'énergie du tournage et du court-métrage, où on n'a pas beaucoup de temps, où tout doit parfois aller trop vite, ça a été difficile. Après, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, mais il a fallu être exigeant et à la fois patient, parce qu'il faut pas... Elle appréhendait évidemment beaucoup. Moi, je me mets à sa place, j'aurais été incapable de le faire. Et Adélaïde et Nathalie l'ont beaucoup aidé aussi, l'ont soutenu. Du coup, ça a créé aussi une ambiance particulière. Et je suis très heureux de l'avoir fait avec eux. Enfin, pour moi, c'était inconcevable que ce ne soit pas eux de toute manière. Mais c'est ça qui est aussi passionnant dans l'équilibre entre les non-comédiens et les non-professionnels et les professionnels. Ce que je veux faire dans mon long-métrage, ce que j'avais pu faire aussi dans mes films avant. Cette fragilité qu'ont les non-professionnels et cette assurance que peuvent avoir les professionnels. Et du coup, le mélange des deux, parfois, crée des choses assez belles. Il y a des connivences entre eux. Ça se passe des fois pas très bien, mais parfois, quand ça se passe bien, là, ça s'est très bien passé. Mais puis c'était très simple de les filmer au travail, c'est-à-dire qu'on les a mis devant le cochon le matin à 8h, et puis jusqu'à 20h ça a duré, et ils racontaient leur vie, c'était parfait. Pour nous, ça allait. La séquence est maintenant très courte, on a beaucoup tourné par rapport à ce qu'on a gardé. Mais c'est vrai que du coup, on filme un geste qu'ils ont l'habitude de maîtriser, ou on les guide peu, c'est-à-dire qu'eux font leur travail, et nous, on s'introduit avec eux. C'est-à-dire qu'on vient se mettre autour d'eux, et on leur explique ce qui va se passer. Et ils finissent par oublier la caméra, ils finissent par oublier les projecteurs, ils finissent par tout oublier, et puis ils font leur train. Quand on arrive avec le travelling, là, on n'entend pas trop ce qu'ils se disent, mais ils parlent. Je leur avais juste dit, quand vous discutez, parlez de comment on fabrique le cochon, etc. Restez sur la thématique, parlez pas du match de foot de la veille ou d'autres choses. Donc, mais en tout cas, ils utilisent leur propre vocabulaire, leurs propres mots. Il n'y a que la partie avec ma maman à la fin, évidemment, où là, il fallait qu'elle dise « Alors, mais qui c'est cette jeune femme? Tu ne nous la présentes pas ?»
Donc c'est le son qu'on entend dans ce Ouais. travelling, c'est le son enregistré sur Exactement, le moment ouais. du tournage. Ouais. Il y a pas eu de... Après, c'est peut-être pas le son direct, Oui, c'est oui, sûrement du montage, etc. montage, d'accord. Je sais plus exactement ce qu'on avait pris, mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment Et le travail de focal, ça se... le diaph. Le changement diaph, de c'est... Ouais, c'est un truc que j'aimais bien. Alors le plan commence un peu plus tôt, on est un peu plus loin. Bah, j'aimais bien le fait d'entendre, d'être dans quelque chose de paisible à ce moment-là, d'avancer, de commencer à entendre des choses, d'avoir l'enfant qui arrive, qui regarde ce qu'on ne voit pas. Donc on fantasme évidemment avec le peu d'infos qu'on a sonore. Et puis de révéler évidemment qu'en fait il a en face un truc qui est pour les adultes et quelque chose de naturel, mais qui pour lui est hyper violent d'être devant cet animal qu'on coupe en petits morceaux, d'autant plus quand on sait ce qui se passe dans le film avant, etc. Donc j'aimais bien ne pas avoir à le découper, essayer de garder cette sensation en fait, dans un seul plan, de le révéler par la magie du cinéma. Ouais, une espèce de... Oui, il y a le côté révélation comme ça tout d'un coup qui se... Mais ça c'est un artifice que j'aimerais ressent. beaucoup réutiliser dans un de mes films, enfin que je réutiliserai sûrement d'ailleurs. Quelque chose que je trouve assez chouette. Alors, les histoires de focale, de mise au point... Et c'est pas d'ailleurs les projecteurs qui s'allument, hein, c'est vraiment c'est éclairé dedans, sauf comme il y a beaucoup de lumière extérieure évidemment et peu dedans, c'est en ouvrant le diaph, en faisant rentrer de la lumière dans la caméra, donc de la lumière naturelle. Donc c'est l'opérateur qui joue ouvre le sur diaph, voilà, en avançant. Comme il peut faire parfois de changer la mise au point dans le plan. Exactement. Et évidemment, si on avait fait deux plans, si on avait fait un plan extérieur et un plan dedans, en termes de sensation, ça n'aurait pas du tout raconté la même chose. Ce qui était beau, c'était de pouvoir essayer de le garder, voilà, dans le même plan. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Encore une fois, on est là pour expérimenter des choses et ça permet de voir que parfois ça marche. Et moi, je suis très critique sur mon travail. Il y a beaucoup de choses que je trouve pas réussies, mais parce que voilà, j'ai tenté. Sur l'instant, j'ai eu la sensation que ça fonctionnait. Et puis après, au montage, on se rend compte que ça marche pas forcément, ou pas comme on aurait espéré, ou qu'on n'a pas fait les bons choix, si simplement parfois. Mais parfois, ça marche. Quand ça marche, on est content. Et donc ces histoires de prise de vue, c'est quelque chose qui te préoccupe, enfin qui t'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait une formation de technique après mon option cinéma en fait au lycée, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'avais l'impression que c'était quand même important de connaître les outils pour avoir des échanges avec les techniciens. C'est-à-dire moi je connais des gens, des réalisateurs qui connaissent pas du tout, qui savent pas faire la différence entre une longue et une courte focale, qui connaissent pas les différences entre les micros. Alors il faut pas être geek de la technique, et c'est pas le but, chacun a son métier. Mais moi, ça me paraissait important de connaître les outils pour aussi avoir un dialogue avec l'équipe avec laquelle je collabore. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sain, quand on travaille avec une équipe, de connaître... Après, je connais assez bien les caméras, parce que du coup, j'ai aussi une formation autour de ça. Mais, par contre, je connais bien les caméras, mais je ne suis pas chef opérateur de mes films, à part mes films documentaires. Mais c'est bon, c'est différent. C'est fait dans une économie qui est différente, et puis c'est des films où il fallait être discret. Donc, mais je refuse d'être le chef opérateur de mes films, comme je refuse aujourd'hui d'être le monteur de mes films. Et c'est quelque chose qui était inconcevable pour moi quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, évidemment, je tournais, je montais, je faisais la musique, je jouais pas parce que j'ai jamais aimé ça, mais je faisais tout. Et évidemment, on avait beau me dire des choses, j'entendais pas. C'est-à-dire, j'étais complètement isolé dans mon désir de cinéma, nombriliste, et j'avais forcément raison. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que j'avais forcément tort, par contre. Et maintenant, j'ai appris à déléguer. Mais déléguer, ça ne veut pas dire qu'on se fait destituer son travail. Ça veut dire qu'à un moment, on trouve des gens aussi qui ont un dialogue commun avec qui on peut échanger. Et en plus, pour revenir encore une fois sur Emmanuel Crozet, le mixeur de Bruno Dumont, il y a des gens qui bonifient. Poisson, c'est Emmanuel Crozet qui l'a mixé. Et évidemment, c'est que quand les gens ils bonifient notre travail, pourquoi s'en priver? Quand on va avoir un dialogue avec eux, qui sont là, qui comprennent le film, qui vont dans le sens du film et qui le nourrissent, ça... Oui, c'est ça, c'est l'intelligence de tous ces techniciens. On reste le chef d'orchestre, d'entendre ce que veut le réalisateur, des fois même que lui-même n'arrive pas véritablement à le formuler, et puis ils arrivent à le restituer en travaillant cette matière. Alors ces questions d'optique, de prise de vue et tout ça, est-ce que c'est ça qui t'a amené au film Les Photographes, qui est à la fois une fiction, mais en même temps qui tourne autour du monde de l'art, puisque c'est des artistes qui sont mis en scène à Berlin. Enfin, il y a un côté... Alors ça vient, Les Photographes, de pas mal de choses, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu pourri de... déjà, je me considère absolument pas comme un artiste. Je suis plus un artisan en train d'expérimenter des choses qu'être un artiste. Un artiste, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, d'ailleurs, mais... C'est comme les gens qui se qualifient de cinéaste à 20 ans. J'ai envie de dire, Antonioni, c'est un cinéaste. Il y a un parcours artistique. Enfin, il y a quelque chose qui existe vraiment. Je me dis, bon, on verra ça dans très longtemps.
Et donc, cette posture de l'artiste, elle m'a toujours un peu troublé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il considère à un moment qu'on est créateur ou pas? Est-ce que c'est parce qu'on a fait un film qu'il a fonctionné, ou simplement parce qu'à un moment, est-ce que ma grand-mère qui fait des photos de fleurs, elle n'est pas artiste d'une certaine manière? Bah, si, elle est artiste à sa manière. C'est-à-dire qu'elle n'est pas diffusée, elle garde les photos dans son salon, mais c'est... Donc cette question-là, elle m'interroge. Dans le cinéma, elle m'interroge aussi moi dans ma propre posture. C'est-à-dire à un moment, qu'est-ce qui fait que on va considérer que j'ai le droit de faire ci ou de raconter ça ou de montrer mon film à quelque part ou d'être là aujourd'hui, par exemple. Après, au-delà de cette question-là, ce qui m'interrogeait, c'est les couples d'artistes. Ça me fascine assez. Parce que quand je vois comment c'est dur de travailler seul, de faire un film seul, quand on est deux à le faire. Enfin, moi, je fais pas de compromis. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, si la séquence expérimentale du rescapé, où je fais brûler la pellicule, ce que vous avez vu tout à l'heure, si on la faisait pas, on faisait pas le film. Donc, quand on est deux, même si on s'entend bien, même s'il y en a parfois qui sont un peu plus sur la mise en scène, d'autres plus sur la partie technique, etc., il y a un partage. Voilà, ça me fascine assez. Et la photo, évidemment, parce que j'aime aussi beaucoup l'image fixe, et parce que mon long métrage parle de ça. Et j'avais envie, avant de passer au long, de réutiliser, de mettre en place peut-être certaines situations qui pourraient se retrouver dans le long, ou en tout cas comment filmer un appareil photographique, qu'est-ce qu'on raconte avec, quel format utiliser. Voilà, c'était encore une fois une expérimentation. Et aussi, c'était l'envie de faire un film très bavard, les photographes, et drôle, ce qui n'est pas mon cinéma, et de me dire, tiens, je vais essayer de faire un film, enfin drôle, c'est pas la soupe aux choux, hein, mais avec un peu plus de légèreté, disons. En essayant de me dire, tiens, on va vraiment diriger des gens pour essayer de créer une forme d'humour en étant enfermé dans une voiture en plan séquence. Excuse me, we don't go now? We are waiting for the other person? No, there's no other person. I'm just alone. Excuse me, I'm not sure if you're understanding it so correctly, but we should be two people? We should be. We are two you should people. be two people? I should be two people. No, I'm just alone. Thank you. Are you not Herr Hoffmann? Yes, I'm 100% Herr Hoffmann, but I will be alone. Okay? So you can go, please. Why is that? Je sais pas. I don't know. Okay. One moment, please. Yeah. Ja. Hallo? Ja, das ist Klaus Kinski hier. Ja, ich bin immer noch am Hauptbahnhof. Ja, mit Herr Hoffmann, ja klar. Aber er kommt alleine, sagt er. Und in meinen Unterlagen stehen 2 Leute. Ja. Excuse me. Moment. Is Klaus Kinski your real name? Yes. Why? And you enjoy the Indians, Amazonia, go through the hill with the boat. The boat? French Klaus humor? Yeah. Comprends pas? Il comprend pas. Excuse me, but is the other person maybe late? Yeah? No. Listen to me carefully, okay? There's no other person, okay? It's finished, kaput, with Frau Hoffmann. Ah, okay. Jetzt sagt er, dass Frau Hoffmann gestorben ist. Also, ja. I'm terribly sorry. I didn't know. No one told me that Frau Hoffmann passed away. I didn't know. Listen to me, Klaus Kinski. Frau Hoffmann, she's not dead. It's just her and me. It's finished. Ok? Je vais te raconter toute ma vie. Je vais continuer comme ça longtemps. Please, zoo. Please. Zoologischer Garten? No. You drive to the hotel.
avait rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Et il n'est pas venu. Tu l'as vu cette nuit? Non, on s'est tout de suite couché, après on est rentré. Vous me fatiguez. Je vois pas pourquoi je me tue à la tâche pour des gens comme vous. Écoute Isaac, ça fait 2 heures qu'on attend dans le froid avec Anna. Tu pourrais répondre quand même. On peut la prendre cette photo. Comment ça? On a tout le matériel. Mais moi j'ai jamais fait ça, c'est pas mon boulot. Puis qu'est-ce qu'il va dire? On s'en fiche de ce qu'il va dire. S'il voulait prendre la photo, il serait là. Je suis sûre qu'on peut y arriver. C'est 2 extraits qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas sur la même tonalité, avec des personnages très différents. Dans la voiture, il y a le photographe avec un chauffeur de taxi. Et là, dans le dernier extrait, c'est pas la photographe, c'est l'assistante qu'on lui a mis dans les pattes pour remplacer sa femme qui n'est pas venue. Parce que au-delà d'être un couple d'artistes au travail, c'est un couple dans la vie dans mon film. Et c'est l'agent, Albert Delpy, c'est l'agent des photographes qui les supporte plus. Voilà. Enfin, Et bon, c'est 2 extraits différents. C'est ce que je te disais hier, Jacques. Le deuxième extrait, je l'aime bien parce que, en fait, évidemment, on a tourné en janvier à Berlin, encore dans un lieu abandonné. Mais à 16h, il fait nuit. Enfin, la nuit tombe très vite là-bas. Et évidemment, il nous restait 20 minutes pour raconter toute cette dernière séquence. Et là, mon assistant me dit, on n'a plus que 20 minutes, on ne pourra pas revenir demain, c'est sûr, on ne peut pas avoir l'autorisation, etc. Donc j'ai 20 minutes pour raconter ce dernier bloc que vous avez. Et du coup, très vite, je me dis, bon, mais j'ai pas le choix, je peux pas faire 4 plans, il faut que je le fasse en un plan, sauf qu'il faut que ça raconte vraiment ce que je veux en termes de sensations, il faut qu'on puisse être à la fois à distance, il faut qu'on comprenne que l'assistante, elle n'est pas là dans un premier temps, puis elle est là, puis il faut qu'il revienne vers nous, qu'on soit près de lui parce que ça se passe pas bien, etc. Et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, cette idée de mise en scène et de direction de comédiens, d'utiliser un mouvement de caméra pour les révéler, qui nous permet de montrer où on est, puis on les révèle. Comme Albert est devant nous, on ne voit pas que Roxane est derrière. Dans le même plan, Albert rejoint Roxane. Donc on est à distance, ça nous permet de voir vraiment où on est. Puis on zoome vers eux, on focalise sur eux. Et Albert revient de nouveau, donc ça agrandit encore la valeur de cadre. C'est-à-dire avec le même plan de caméra, on a 4 ou 5 valeurs de plans différentes qui racontent du coup des choses différentes en termes de sensations. Et voilà, le deuxième extrait, j'avais envie de le montrer pour ça, en fait. Pour dire que voilà, dans l'économie, en fait, en prenant le temps de penser un peu le lieu où on est. Mais ça, typiquement, je ne l'aurais pas fait il y a 10 ans. C'est-à-dire, il y a 10 ans, j'aurais été dans l'urgence, j'aurais fait un plan américain, et puis ils auraient fait tout le truc sur la même valeur, et ils seraient sortis du champ, et la séquence aurait été terminée. Aujourd'hui, je pense, dans le fait d'avoir expérimenté pas mal de choses dans mes films courts, et d'en avoir fait plusieurs surtout, me permet d'être plus réactif et de me dire, tiens, mais dans le temps limité que j'ai, je peux essayer, malgré tout, de faire un plan qui raconte vraiment quelque chose formellement aussi, qui ne soit pas juste l'idée narrative que j'ai besoin de transmettre. Et bon, le taxi, je l'aime bien parce qu'elle me fait rire, parce que c'était super à faire, qu'on s'est beaucoup amusé. Et que Thomas, donc, qui est dans la voiture, le comédien qui joue le photographe, n'est pas comédien aussi. Donc ça a été beaucoup de travail avec lui, et c'est encore cette idée de mélanger des non-professionnels et des professionnels. Bon, alors Thomas, c'est un musicien, donc il a quand même un rapport à la scène, au spectateur, il est plus à l'aise que ma maman, par exemple. Mais c'était pas un comédien, donc c'est encore plus dur, et surtout dans la comédie, c'est dur de trouver dans une autre langue, l'aller-retour, toute cette énergie qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne dans les feedbacks. Tu vas tourner bientôt ce long métrage. Quand tu l'envisages, c'est par rapport à ce qu'est un court métrage, qu'est-ce que tu anticipes comme différence, comme difficulté? Est-ce que c'est des termes de production, trouver la cohérence sur la longueur, qui est peut-être plus compliqué que sur un court, la possibilité de pouvoir expérimenter de façon peut-être plus limitée à cause d'une pression
économique ou de penser plus au spectateur ou pas du tout? Enfin, sur quel état d'esprit tu te... Moi, je suis très excité. En fait, j'ai hyper hâte qu'on y aille, là, parce que j'attends. Le film se passe l'hiver. Du coup, on tourne en octobre-novembre prochain. J'ai pas d'angoisse particulière. La chose peut-être qui m'interroge le plus, c'est la durée du tournage. C'est-à-dire qu'en court-métrage, on est sur des durées qui varient entre 3 et 10 jours en moyenne, pour prendre une fourchette un peu large. Là, on part pour 7 semaines, dont 4 au Mexique, 3 au Mexique, pardon, 4 en France, 3 au Mexique. Donc c'est plus cette gestion du temps, parce qu'un film, c'est moi, quand chaque fois que j'ai fini mes courts-métrages, je me dis, j'en fais plus, je suis crevé. Bon, ça dure 48 heures, après j'ai déjà envie de faire un autre film, mais il y a ce truc-là d'énergie, je me dis, c'est trop de... Enfin, on donne beaucoup physiquement, mais aussi émotionnellement. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est plus ça, en fait, cette gestion de la durée qui m'interroge, mais elle ne m'effraie pas, elle m'interroge. Je ne sais pas comment on tient vraiment. J'ai travaillé sur des longs métrages, mais qui ne sont pas mes films. Donc quand ce n'est pas ces films, le rapport il est différent à l'œuvre. Quand c'est ton travail, à chaque fois, on a envie d'essayer d'obtenir ce qui nous stimule le plus. Donc c'est plus ça qui m'effraie. Après, les enjeux, oui, je me rends bien compte que les enjeux, ce n'est pas les mêmes. Ça, je vais me prendre bien conscience. N'oublie pas de me le rappeler. Après, je vais faire de mon mieux pour que le film ressemble à ce que j'ai envie. Si c'est raté, c'est raté. Si c'est réussi, c'est réussi. En tout cas, je vais expérimenter. Mais à l'image de mes films-là, c'est-à-dire que j'expérimente. C'est pas l'expérimentation gratuite qui n'a pas de sens. C'est vraiment continuer à faire un cinéma narratif et dedans, à essayer d'amener des formes plus singulières. Parce que original, aujourd'hui, qu'est-ce qui est original? Rien. Enfin, c'est dur de... Mais en tout cas, et je cherche pas l'originalité, d'ailleurs. Je cherche plus à m'affirmer moi avec mes envies de cinéma. Et... Voilà, mais j'ai très hâte. Alors, mon long métrage s'appelle Vers la bataille. C'est un film qui se passe en 1860 au Mexique. C'est l'histoire du premier photographe reporter de guerre qui avait été envoyé par Napoléon III au Mexique pour photographier l'armée française pendant qu'elle essayait de coloniser le Mexique. Ça, c'est la situation du film. Le film ne parle pas de ça. Le film parle plus de l'histoire d'un homme qui se retrouve à l'époque avec une chambre photographique pas du tout appropriée pour photographier la guerre, c'est-à-dire avec des longs temps de pause, beaucoup de lumière, on lui demande de photographier des gens qui courent. Et c'est une comédie dramatique parce que, disons que le paradoxe de mon personnage, c'est qu'il ne trouve jamais la guerre. C'est qu'il la cherche, il arrive toujours à contre-temps, quand il arrive, c'est fini depuis 3 jours, il va ailleurs, il se perd, il est obligé de pactiser avec l'ennemi, etc. Donc c'est toute une espèce de horse movie, plutôt que road movie, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont sur des chevaux aussi, c'est tout le temps. J'avais lu il y a longtemps, il y a un photographe qui s'appelle Jean-Charles Langlois, rien à voir avec Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque. Jean-Charles Langlois, qui est parti en guerre de Crimée, lui. Donc c'était pareil, c'était fin 19e. Et il a échangé de manière épistolaire avec sa femme, en fait. Et je suis tombé sur ce livre-là il y a 7 ou 8 ans, peut-être un peu moins. Et je trouvais ça assez passionnant, ce qu'il racontait. Donc c'est pas le même contexte, mais par contre, il racontait à sa femme, en fait, c'était l'hiver, ça j'ai gardé cette idée-là. Et c'est un moment où, évidemment, on expérimente beaucoup en photo. Et il demandait à sa femme d'expérimenter des choses pour lui en France, sachant que les lettres mettaient 2 mois à arriver, le temps qu'elles reviennent, etc. Et il lui disait, voilà, est-ce que tu peux mélanger tel produit, parce que moi, je ne l'ai pas, mais peut-être que ma plaque, elle se révélera plus vite. Ces plaques, elles sont trop fines, est-ce que tu peux m'envoyer des plaques plus épaisses? Est-ce que si on se met avec telle intensité lumineuse, ça peut marcher, etc. Donc elle expérimentait pour lui, elle lui a envoyé les... Et je trouvais ça passionnant. Après, bon, j'ai pas beaucoup gardé ce truc-là. J'ai gardé plus l'hiver et la difficulté de faire de la photo à cette époque-là, sans avoir la possibilité de faire des longs temps de pause, etc. Mais c'est un film tourné en 3 langues, en anglais, français et espagnol, parce qu'il y a les Mexicains, il y a aussi les Américains pas loin, et nous qui nous faisons fesser. Donc on tourne au Mexique, mais on tourne aussi en France. C'est-à-dire qu'on va tourner sur les Causes du Larzac, une bonne partie du film. Parce que les Causes du Larzac, ça ressemble beaucoup à certaines régions du Mexique dans lesquelles je veux tourner. Et puis moi, c'est important, je viens de la région Midi-Pyrénées. Donc petit, j'ai beaucoup été sur l'Écosse. Et c'était important pour moi de tourner aussi ici. J'avais envie, en tout cas, de tourner le film ici. Ce qui a été compliqué de faire comprendre aux gens qui financent le film dans un premier temps. Parce que quand on leur dit on va faire le Mexique en France, ils font... Alors qu'ils nous disent ça parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, la géographie précise des lieux. Et alors on avait fait un dossier de déco où on mettait en regard les images du Mexique et d'Écosse. Évidemment, ils ont tout de suite prévu que ça pouvait fonctionner. Et puis c'est aussi la magie du cinéma, c'est de se dire qu'on fait le Mexique ailleurs. Donc voilà, je tourne 4 semaines en France en octobre, 3 semaines au Mexique en novembre. Après, la singularité de ce long métrage-là, c'est pour un premier long métrage, c'est un film d'époque, ce qui est quand même pas simple à financer. C'est-à-dire qu'on est dans l'économie d'un premier long métrage.
mais c'est un film d'époque. Donc ça coûte de l'argent en déco et costumes, évidemment, ça génère en figurants. Il y a des scènes parce que la guerre, il finit malgré tout par la trouver. Moi, j'ai déjà spoilé mon film, dommage. Mais il finit par la trouver, il se passe plein de choses, et donc il y a des scènes avec beaucoup de figurants, des scènes de bataille. Donc il y a une usine qui brûle au début du film, il y a un village qui brûle, enfin, il y a quand même des choses un peu compliquées à faire, mais qui sont assez chouettes, et qui génèrent beaucoup d'humains, en fait, que ce soit dans l'équipe artistique et l'équipe technique. Mais voilà. Et on va justement construire le film un peu en fonction de ça. C'est-à-dire, il y a des séquences où il est seul sur son cheval, perdu dans le désert. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de tourner en équipe assez réduite. Et puis après, évidemment, les grosses séquences, elles vont se tourner avec, malgré moi, 100 personnes autour de nous, quoi, pour gérer et les animaux, parce qu'il y a des pumas dans le film, il y a des hyènes, enfin, il y a le zoo.